Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Paul Bremer, l'administrateur américain en Irak, ému, met fin à 9 mois de cauchemar pour George Bush. Saddam Hussein vient d'être arrêté. Il a été découvert la veille, terré dans un trou à quelques kilomètres de son palais de Tikrit. Hagar, l'homme qui a fait trembler le monde pendant plus de 24 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est ici, près de Tikrit, à 150 km au nord de Bagdad, sur les bords du Tigre, que tout s'est joué. L'homme, grâce à qui Saddam a été arrêté, c'est lui. Le colonel James Hickey a 43 ans et la réputation d'être intraitable. C'est ce qui lui a valu d'être chargé de mener la traque au dictateur dans tout le nord de l'Irak. Symboliquement, depuis qu'il a débarqué ici, ce chasseur d'hommes a choisi un autre chasseur redoutable comme compagnon, ce faucon arabe. C'est la mascotte de notre régiment, Sky Raider. Ici, c'est l'un des plus beaux endroits de la région. Surtout le soir, lorsqu'on abat les colombes et les hirondelles pour nourrir notre ami. Il n'aime que la viande fraîche. Depuis qu'il a commencé à pister Saddam, le colonel en est sûr. Le dictateur se cache quelque part ici, près du fleuve où il a grandi. La ville de Tikrit se trouve à 5 km au nord d'ici. Et d'après ce que disent les habitants, Saddam se baignait là-bas dans ce bras de rivière lorsqu'il était jeune. C'est depuis cet ancien palais de Saddam que le colonel a dirigé les recherches. Ici, rien n'a changé, à quelques détails près. Nous sommes au cœur du système qui a permis au colonel de retrouver Saddam. Ce salon où aimait à se reposer le vieux dictateur a été entièrement équipé pour la traque. Les caméras y sont en général strictement interdites. Tout ici est secret défense. Système d'interception téléphonique, imagerie satellite, surveillance aérienne jour et nuit. Depuis des mois, des soldats y ont décrypté des heures d'images et d'écoute. Les hommes du colonel y ont vérifié des milliers d'informations, recoupé des centaines de pistes et chaque fois que l'une semblait être sérieuse, des commandos étaient envoyés fouiller les caches et les maisons suspectes. Un dispositif qui a permis de rayer 45 noms sur le fameux jeu de cartes des hommes les plus recherchés d'Irak. Mais toujours pas de traces de l'as de pique. Nous avons tourné ces images quelques jours à peine avant la capture de Saddam et le colonel Hickey savait déjà que sa fin était proche. Vous savez, nous sommes au cœur du pays de Saddam. Alors il est peut-être partout, il faut être vigilant. C'est ici qu'il a recruté toute sa garde rapprochée, c'est son fief. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Saddam ne vit plus dans ses palais ni dans le luxe auquel il s'était habitué. Aujourd'hui, il est en cavale. Il est condamné à se déplacer en permanence. Je pense qu'il doit être terré quelque part, pas loin d'ici. De toute façon, il est devenu très vulnérable. Je crois que les Irakiens se rendent bien compte que Saddam ne reviendra jamais au pouvoir. Mais malgré tout, ils ont une peur irrationnelle de lui et c'est sans doute à cause de cela que nous avons encore du mal à le localiser. Voici les 3 visages du Saddam que recherchait le colonel depuis 9 mois. Des simulations par ordinateur distribuées à toutes les unités. Vous pensez que Saddam a changé de visage? Peut-être. Peut-être. On le saura lorsqu'on l'attrapera. Et moi, je suis sûr qu'on l'attrapera. C'est sur cette place que Saddam Hussein a été vu vivant pour la dernière fois. C'était le jour de la chute de Bagdad. Sur ces images, qui depuis ont été authentifiées par les services du Pentagone, il était venu au nez et à la barbe des Américains dire au revoir aux Irakiens. Devant une caméra, bien sûr. Il nous a fallu 4 jours pour retrouver Mustapha. Ce jour-là, il était avec sa fille et c'était la première fois qu'il voyait Saddam en vrai. Sa voiture est arrivée là, par ce pont, et elle s'est arrêtée sur la place, là-bas. On était tout près. Il a touché la tête de ma fille et l'a embrassée. Vous savez, il aime les enfants. Il avait peur des Américains? Non, pas du tout. Il restait debout sans avoir peur. Et pourtant, il y avait des avions au-dessus de nos têtes. Saddam, lui, avait l'air un peu triste pour son peuple. Et nous étions honorés de sa visite. C'était son dernier jour. Soudain, son fils Qusay s'est penché vers lui. Il lui a dit « Il faut partir ». Et Saddam lui a répondu « Attends un peu, je dis au revoir à mon peuple ». Et ils sont partis.
Depuis cette apparition, plus aucune trace de Saddam. Il devient avec Ben Laden l'homme le plus recherché au monde. Et malgré une guerre qui coûte 100 milliards de dollars, malgré la présence sur le terrain de 130 000 GIs, l'ex-maître de Bagdad nargue l'armée américaine. Pire encore, les Irakiens qui avaient un moment accueilli les Américains en libérateurs chantent à nouveau les louanges de celui dont la guerre était censée les débarrasser. La rumeur annonce Saddam partout, dans une station-service, dans un café. Tout le monde parle de lui au présent. Pour les Irakiens, aucun doute, Saddam est vivant et intouchable. Saddam, il est partout, dans tout l'Irak. Les Américains, ils sont puissants, mais ils peuvent rien contre lui. Même s'ils le cherchent pendant 20 ans, ils n'arriveront à rien. Ils ne l'attraperont jamais. Cette terre, c'est notre terre. Ce pays, c'est notre pays. Avant tout, c'est celui de Saddam. Il en connaît chaque parcelle, chaque recoin. Saddam le fugitif, Saddam l'homme sans visage, devient un véritable mythe. Un mythe qui, brusquement, avec ses images, s'écroule samedi dernier. Mais pour en arriver là, les Américains ont dû déployer des trésors de persévérance et beaucoup de dollars. C'est sans doute par cette route, celle du Nord, que le dictateur et ses fils échappent aux Marines il y a 9 mois. Aussitôt, leurs têtes sont mises à prix. 25 millions pour celle de Saddam, 15 millions pour chacun de ses fils. 3 mois plus tard, les renseignements militaires sont contactés par un certain Nawaf Zaïdan. Il prétend héberger Saddam et ses fils chez lui à Mossoul, au nord de l'Irak. Aussitôt, la 101e division aéroportée attaque la maison. Les 2 fils de Saddam, Uday et Qusay, sont tués, les armes à la main. À l'intérieur de la maison, on retrouve 100 millions de dollars en liquide, mais aucune trace de Saddam. Juste en face de la maison où Uday et Qusay se sont cachés 23 jours, la boulangerie de Najin Akib. C'est lui qui, sans le savoir, fournissait le pain aux fuyards. Il connaissait bien Nawaf, le propriétaire, et se souvient du jour de l'attaque. Les combats ont duré 6 heures et ils ont mobilisé plus de 400 GIs. Aujourd'hui, les Américains ont rasé la maison. La maison était là-bas. Elle occupait tout ce terrain. Ici, c'était la porte principale. C'était une grande maison de 2 étages, une belle maison avec un grand terrain muré. Les Américains sont arrivés et Nawaf est tout de suite sorti avec son fils. Ils n'ont pas eu besoin de lui demander de se rendre. Ils lui ont demandé d'aller contre le mur là-bas. Ils ne l'ont même pas menotté. Ça prouve bien que c'est lui l'informateur. Dans le code d'honneur des tribus chez nous, c'est inconcevable de trahir comme ça une personne à qui tu as offert l'hospitalité. Ça ne se fait pas. C'est le premier point marqué par les Américains dans leur chasse au dictateur. Nawaf a trahi les fils de Saddam pour 30 millions de dollars. Le jour même, il quitte Mossoul pour une destination inconnue. Cette trahison du code de l'hospitalité a fait l'effet d'une bombe dans la région. Ici, comme partout en Irak, des règles millénaires régissent les rapports entre familles. Et pour imposer ces lois, chaque tribu a un patriarche. À Mossoul, c'est le cheikh Younes. Comme tous les soirs, les hommes de la tribu se retrouvent chez lui pour discuter de la guerre et de la disparition de Saddam, bien sûr. Je suis Younes Yahya Daouda, de la famille de Bad el-Bed. Je suis l'un des présidents du Conseil des tribus d'Irak. Je suis responsable de toute la région de Mossoul. Je représente tous les chefs de tribus de Mossoul. Cheikh Younes tient à nous montrer l'importance de la tribu qu'il gouverne. Toutes les familles sous sa responsabilité sont répertoriées dans ce livre. Elles sont 150. Chacune représente 200 personnes et on ne compte ni les femmes ni les enfants. En tout, c'est plus de 300 000 hommes qui obéissent aux ordres du cheikh. L'Irak est composé d'un ensemble de tribus. C'est la fondation de la société arabe et dans tous les pays arabes, c'est la même chose. Chaque tribu est composée de familles et ce livre recense toutes les familles de notre tribu. Mais c'est un homme de votre tribu qui a trahi. Oui, mais sa famille l'a aussitôt renié pour ça et je condamne cette trahison. Excusez-moi, mais ce n'est pas dans notre intérêt de parler de cela. Notre société a des traditions et nous ne voulons ni condamner, ni désavouer qui que ce soit. Fin de l'audience, on nous demandera de ne plus poser de questions sur Saddam.
La trahison d'un membre de la tribu a été très mal vécue. Mais avant de partir, le cheikh insiste pour nous montrer une lettre dans laquelle la famille de Nawaf, pour laver son honneur, le renie officiellement. Une lettre sur laquelle on peut lire « Je jure devant Dieu Tout-Puissant que moi et mes frères sommes innocents de cette action et que Nawaf ne nous avait rien dit de ses intentions. Vous connaissez tous les principes et la morale de notre famille. » À Mossoul, une première entorse à la loi du silence et de l'hospitalité a mené les Américains à Oudaï et à Koussaï. Et ils en sont persuadés, désormais, un jour ou l'autre, un autre Nawad trahira. Reste à le trouver et à le convaincre. Retour à Tikrit sur les bords du Tigre. C'est d'ici que va venir la trahison. Le colonel Hickey, l'homme au faucon, quitte rarement l'enceinte de son palais. Inutile, juste à côté, dans ce camp, des hommes sont ses yeux et ses oreilles. Ils appartiennent à la cellule des opérations psychologiques. Depuis des mois, patiemment, ils tentent d'infiltrer les tribus et de convaincre la population de collaborer avec les GIs. À leur tête, le capitaine Alan Roper. Je fais partie des opérations psy. Vous avez déjà bossé avec un mec comme moi? Non, bon, c'est pas grave. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller dans le village d'Abu Adjia. On n'y est jamais allé avant et on va essayer de recruter des informateurs. Alors surtout, ne flippez pas, ne vous excitez pas au cas où un Irakien se tiendrait tout près de moi. En revanche, si le mec a un flingue, butez-le. C'est difficile de trouver des informateurs? C'est compliqué avec toutes ces histoires de tribus. Moi, je connais le nom et le prénom de mon grand-père, mais mon interprète, lui, il connaît le prénom de ses ancêtres sur 10 générations. Alors tout le monde a des liens familiaux ici. Ça renforce la loyauté et la solidarité entre les tribus. Et je ne pense pas que les contacts que je vais établir aujourd'hui me serviront. Ils serviront peut-être à la prochaine relève. Même si le capitaine Roper est pessimiste, tous les jours, il continue son travail de fourmi. Presque tous les hommes de la région de Tikrit ont été approchés. À la moindre occasion, comme celle-ci, l'armée essaye de les recruter. Arrêtez! Qu'est-ce que vous foutez avec ce câble? J'ai pas de boulot, j'ai plus d'argent. Mais c'est interdit de le prendre. Vous savez que je peux tous vous foutre en prison pour ça. On sait bien que vous êtes les plus forts. Vous avez besoin de boulot. Vous connaissez les forces irakiennes libres? Non, jamais entendu parler. Le capitaine ne se fait pas d'illusions. Il sait qu'un homme sur 1000 seulement accepte de collaborer. Car ici, les collaborateurs sont mal vus. La preuve un peu plus loin, c'est Graffiti qui réclame leur tête. Qui a écrit ces trucs sur le mur, là? C'est pas nous, c'est une autre tribu qui a fait ça exprès, pour qu'on accuse notre clan. Très vite, c'est l'attroupement et très vite, on rappelle aux Américains qu'ils sont ici dans le fief de Saddam. Vous dites que Saddam, c'est pas bien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous pompez notre pétrole, et nous, on n'en voit pas les bénéfices. Ça a pas l'air d'être gagné. Vous allez faire comment, capitaine? Non, il va falloir encore travailler. Je n'aurai pas de résultat aujourd'hui et je n'en aurai sans doute pas demain non plus. C'est pas simple. Le capitaine l'ignore encore, mais malgré les chants de ses enfants, 5 jours après cette interview, à moins de 4 km de cette route, la cavale de Saddam va prendre fin. C'est de ce village que va venir l'information que les hommes du colonel Hickey attendent depuis 9 mois. Nous sommes à Aloubja, le village natal de Saddam. C'est ici que les hommes de la cellule des opérations psychologiques maintiennent la plus grande pression. Ils espèrent tous faire craquer un proche du dictateur. Le village vit sous surveillance permanente. Les membres de la tribu de Saddam sont régulièrement arrêtés et interrogés. Cela fait 1 mois que nous sommes enfermés. Ici, à l'intérieur du village. 1 mois, la zone est entièrement bouclée, c'est une vraie prison. Ils arrêtent tout le monde, ils en ont pris 10 l'autre jour. Mon neveu Ghassan, ils l'ont pris, son fils Omar aussi, et Hassan. Et hier soir, ils en ont pris 10 de plus. Ils font ça comme ça, sans raison, quand ils veulent. Et on ne sait pas où ils disparaissent. Rentre à la maison, maman. Je ne vais pas filmer, parce que moi, je sais ce qui va se passer après. On a peur que les Américains viennent. On a peur qu'ils viennent parce qu'on vous a parlé.
Seul un homme osera nous parler ce jour-là. C'est un des neveux de Saddam et comme beaucoup ici, il le croit encore intouchable. Les gens, ils aiment Saddam Hussein. Et c'est pour ça que les Américains ne l'arrêteront jamais. Dans cette région, aucun homme d'honneur, même pour $1 milliard, ne leur vendra une information, ne leur dira où est Saddam. Celui qui vend son pays reste un traître jusqu'à la fin des temps. Nos grands-pères ont combattu les Anglais, les Turcs. Et ceux qui ont trahi à cette époque, nous les maudissons encore aujourd'hui. Malgré l'interdiction faite par les Américains, l'homme tient à nous emmener à l'endroit où sont enterrés les fils et le petit-fils de Saddam. 3 tombes, aucune inscription et aucun rassemblement autorisé. Là, c'est la tombe de Uday. Là, c'est la tombe de Qusay, son frère. Et là, c'est la tombe du petit-fils de Saddam, Mustafa. Peut-être que Saddam vient les voir, je ne sais pas. On entend beaucoup de rumeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que Saddam est un homme courageux. Il est toujours en Irak et il continue à combattre les Américains. Mais Saddam n'a pas eu le courage de ses 2 fils ni de tous ceux qui, pendant près de 9 mois, ont risqué leur vie pour le protéger. Sa cavale a pris fin ici, dans un trou creusé à même la cour de cette ferme, et il s'est rendu, laissant le mot de la fin à celui qui avait juré d'avoir sa peau. J'ai un message pour le peuple irakien. Vous n'aurez plus jamais à craindre la dictature de Saddam Hussein. Plus jamais.